dans ce bouquin que je vous conseille, vous allez apprendre que Paul Biya, Stéphane dit, un gros fraudeur. C'est un tricheur. Il a toujours, toute sa vie, c'est la fraude et la tricherie. Il a été, voilà le livre. Là-dedans, nous apprenons beaucoup de choses. Nous apprenons que Paul Biya, il est le seul à s'appeler Biya. Il n'y a personne dans sa famille qui porte ce nom. Peut-être maintenant ses enfants, mais au sein de sa famille, il n'y a personne qui s'appelle comme ça. Il avait un oncle, un cousin de son père, Abondo Mengue. C'était un homme qui aimait les femmes, caractère un peu troublant. Au contraire de Biya qui allait d'être taciturne, lui, il était très remuant, Abondo Mengue. Donc, on lui avait donné le surnom. Le livre s'appelle Paul Biya, Les secrets du pouvoir. Michel Roger Mvana. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc, ce tonton, Abondo Mengue, il avait pour surnom Biya. Biya, B-I-Y-A, apostrophe A. Donc, on a deux A à la fin. C'était son sobriquet. Et ça veut dire homme de pas sérieux, homme remuant, aimant les femmes, tout ça. Voilà ce que ça veut dire. Donc, lui, il a pris ce sobriquet pour nom de famille, pour patronyme. Et il a enlevé le A supplémentaire. Dans le même livre, vous allez apprendre qu'il a été renvoyé en classe de première. Parce que c'était un ancien séminariste. À un moment, il ne voulait plus que l'évêque le touche par derrière. Donc, il est parti du séminaire. Mais quand il arrive au lycée Leclerc, puisqu'il y a comme un dépit amoureux entre lui et ses anciens amants, on informe le lycée Leclerc que ce n'est pas sa vraie date de naissance. Donc on va le renvoyer en classe de première. Toujours dans ce livre, vous allez apprendre que c'est le beau-frère, c'est-à-dire le frère de la femme d'André-Marie Mbida, qui l'introduit André-Marie Mbida. Et André-Marie Mbida, revenu de session en France, parce qu'il était député en France, enfin, on siégeait en France. Et lui, au Cameroun, on siège en France, au Palais Bourbon. C'est lui qui intervient pour qu'on mette Biya en classe encore. Mais il est chassé parce qu'il a menti sur son âge. Donc, quand il revient de France en 1962, il n'a pas 29 ans. Il a 36 ans. Mais ce livre ne parle pas de son âge. Ce livre parle du fait où il a été renvoyé. Il s'est mis à genoux devant le beau-frère d'André-Marie Mbida. Mais qu'est-ce que nous allons devenir? Mais c'est dans un autre livre que j'apprends la raison de son renvoi. Donc, quand il revient de France en 1962, il n'a pas 29 ans, comme on nous dit, il a 36 ans. Donc, si vous faites 36 plus les 62 ou 63 ans qu'il a passé dans les arcanes du pouvoir, parce que quand les gens disent 43 ans au pouvoir, on met de côté les 20 autres années qu'il a passées sous l'aile d'Aïdio, de 62 à 82 et de 82 à ce jour. Non, son vrai nom n'est pas Abondo. Abondo, c'était le nom, Abondo Mengue, c'était le nom de son tonton qui avait pour surnom Biya. Mais vous n'avez pas tort non plus. Parce que dans un autre bouquin, on dit que son vrai nom devait être celui-là. Donc vous avez raison, parce que j'ai jusqu'à 2 bouquins. Vous avez le Code de Biya, où on lui fait, c'est vrai, des éloges. Mais on lâche une information qui m'intéresse. Voilà, sous pseudonyme, je vais vérifier. Vous avez, monsieur, vous avez raison, 55. Je regarde ça très rapidement. Et vous pouvez aussi trouver cet autre livre chez Amazon. Voilà. Donc, on dit, et alors je fais ça, voilà. Bien avant de devenir séminariste, étudiant, ministre et président du Cameroun, un enfant de 7 ans se hâte pour parcourir avec ses camarades les 60 km qui séparent Vomeka, son village, d'Enden, où se trouve l'école de la mission catholique. Vomeka est un village moyen au nord-est de la bourgade de Sambelima, dans le sud du Cameroun. Nous sommes en 1940. Paul est issu d'une famille modeste de 9 enfants. Son grand-père, mais son père, catéchiste. Sa mère, Anasthésie, à qui il ressemble beaucoup physiquement, s'occupe de ses 4 filles et de ses 5 garçons, etc. Mais il y a un autre passage qui est très intéressant. Si je le trouve, le film de Mvondo, si je le trouve, je vais le lire. Hein. Voilà. Donc, voilà l'histoire. Donc, Assam Mengue, le grand-père de Paul, avait épousé en 33e noces, parce qu'il avait déjà 32 épouses. Une très jolie fille appartenant au clan Yetotan. Je vous ai dit que Biya n'est pas boulot. Son papa est un Yezoum. Les Yezoum sont arrivés à la Damawa au 15e siècle et leur premier point d'ancrage, leur foyer, c'est Nanga et Boko. Donc, et les Yetotan sont partis, c'est un sous-groupe des Boulous. Donc, son père avait déjà 32 épouses, mais une jolie fille appartenant au clan Yetotan du village voisin, Koum. Mais la trop belle Atiei Nja Ekoto, fille de Koto, eut une liaison coupable avec un individu de Mvomeka, du nom de Bingo, du clan de Yekombo.
Assam Mengue se résigna, mais demanda à son beau-père de lui rembourser la dot. La mort le surprit alors que les négociations venaient de commencer. Étienne Vondo Assam, l'un de ses fils, c'est-à-dire le père de Paul Biya, décida de ne pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire que le grand-père de Paul Biya a déjà 32 femmes. Il veut en épouser une 33e. Mais celle-ci va le tromper avec quelqu'un du village. Fâché, il demande qu'on lui rende son argent. Mais pendant les négociations, il trouve la mort. Mais le père de Paul Biya ne lâche pas l'affaire. Il va revendiquer au nom de son père. La mort le surprit alors que les négociations venaient de commencer. Étienne Vondo Assam, l'un de ses fils, le père de Paul Biya, décida de ne pas lâcher l'affaire. Avec un cousin, il se rendit chez le père de la femme infidèle pour demander réparation. En compensation du préjudice, ils demandèrent à Ekoto de leur trouver 2 filles à épouser. Celui-ci rendit visite à un cousin et ami qui avait plusieurs filles pubères, afin qu'il aide à se sortir de ce mauvais pas. Mais il n'avait qu'une seule fille à proposer pour le mariage. Et Yenga, une belle adolescente au teint clair. C'est le nom qu'on a donné à Brenda. On la présenta aux 2 jeunes gens et c'est elle qui choisit Étienne, le père de Paul Biya, qui était le plus beau. Voilà. Donc vous savez un peu de Congo ça, mais Biya a toujours fait du faux. En France, il ne sort de sa chambre d'étudiant que pour aller au réfectoire, prendre ses repas, aller prendre des cours ou aller à l'office du dimanche. Je vous ai dit que Abel Yenga, à qui il a rendu la vie difficile plus tard, c'est celui qui l'a présenté à sa femme, Jeanne Irène Biya. Mais Jeanne Irène Biya s'est compté sans dépenser pour la carrière de Paul Biya. Lorsque Dupont affirme, en s'appuyant sur l'ouvrage de Michel Roger Mvana, que Biya n'est qu'un sobriquet emprunté à un oncle, Abondo Mangué, à la moralité douteuse, signifiant homme de passe ou remuant, il opère une désacralisation radicale. Il tente de démontrer que le nom qui incarne l'autorité suprême depuis plus de 40 ans est en réalité une usurpation, un masque cachant une identité vide ou empruntée. Cette rhétorique vise à transformer le père de la nation en un imposteur originel, suggérant que la fraude n'est pas seulement une méthode de gouvernement, mais l'essence même de son identité sociale. Cette déconstruction se poursuit sur le terrain de l'ethnogenèse. Le récit complexe concernant le grand-père Assam Meng, les clans Yetotan et Yezoum, et l'histoire de la dette matrimoniale remboursée par le don d'une épouse, la mère de Paul Biya, vise à brouiller l'ancrage territorial du président. En affirmant que le père biologique ou social de Biya, Étienne Vondo, est issu d'une transaction compensatoire et que ses origines remonteraient au Yezoum de la région de Nangaïboko plutôt qu'au Boulou de Mvomeka, Dupont utilise l'arme absolue en politique camerounaise, l'allochtonie. Il insinue que Paul Biya serait un étranger dans son propre fief du Sud. En anthropologie politique, couper un chef de sa terre ancestrale revient à le priver de sa puissance mystique et de sa légitimité coutumière. Cela résonne particulièrement dans un contexte où la politique camerounaise est fortement structurée par les appartenances ethniques et régionales. Sur le plan de la science politique et de la psychologie du pouvoir, le texte nous offre une clé de lecture du comportement politique de Paul Biya. La culture du secret et de la dissimulation forgée dès l'adolescence. L'évocation de son renvoi du séminaire et du lycée Leclerc pour fraude sur l'âge ou pour des raisons de mœurs. Les allusions à l'évêque et au dépit amoureux dessinent le portrait d'un survivant. Dupont décrit un individu qui, très tôt, a dû naviguer en eau trouble, mentir pour survivre institutionnellement et s'adapter à des environnements hostiles. Cette analyse rejoint la perception géopolitique actuelle du régime de Yaoundé, un pouvoir qui excelle dans l'art de l'esquive, du silence et de l'opacité. Si, comme le prétend le texte, Paul Biya a menti sur son âge dès 1962, ayant 36 ans au lieu de 29, cela change toute la perspective sur sa longévité. Nous ne serions plus face à une gérontocratie classique, mais face à un phénomène biologique et politique quasi centenaire, dont la survie au pouvoir relève d'une résilience hors norme. L'aspect sociologique du texte est tout aussi crucial, notamment lorsqu'il aborde les mécanismes de cooptation au sein de l'élite coloniale et post-coloniale. L'intervention d'André, Marie Mbida et de son beau-frère pour repêcher,
Le jeune Biya illustre parfaitement le fonctionnement des réseaux de clientélisme qui ont structuré l'État camerounais dès avant l'indépendance. On y voit comment les solidarités de clans, de formations religieuses, le séminaire comme vivier de l'élite et de classe sociale permettent de contourner les règles renvoi scolaire. Dupont décrit ici la genèse d'un système. Biya ne serait pas un accident de l'histoire, mais le produit pur d'un système de parrainage d'abord Mbida, puis Ahidjo, où la compétence compte moins que la loyauté et la protection. L'image de Biya à genoux devant le beau-frère de Mbida est une métaphore puissante de la soumission initiale nécessaire pour accéder au cercle du pouvoir, une humiliation primitive que le président aura peu être cherché à effacer tout au long de son règne en soumettant à son tour l'ensemble de la classe politique. Enfin, le portrait psychologique qui émerge de l'analyse de ces années en France, un étudiant solitaire, ne sortant que pour la messe et les cours, loin de l'agitation politique, corrobore la thèse du Sphinx. Contrairement à d'autres leaders africains de sa génération, souvent syndicalistes ou révolutionnaires flamboyants, Biya est décrit comme un homme de l'ombre, un bureaucrate froid et calculateur. Le texte suggère que cette solitude n'est pas de la timidité, mais une stratégie de dissimulation. En mentionnant le rôle d'Abel-Haïnga dans la rencontre avec son épouse Jeanne-Irène, Dupont souligne l'ironie tragique de la politique. Ceux qui ont fait le roi sont souvent ceux que le roi finit par détruire ou marginaliser. En conclusion, ce discours de Jean-Pierre Dupont, bien que partisan et polémique, utilise les ressorts de l'histoire orale et de l'investigation biographique pour formuler une critique systémique. Il ne dit pas seulement que Paul Biya a fraudé, il dit que le biaisme est par essence une construction artificielle basée sur le faux. Faux nom, faux âge, fausse filiation. Pour l'expert, ce texte est révélateur de la crise de légitimité au Cameroun. Face au verrouillage institutionnel, l'opposition et la diaspora investissent le champ de la mémoire et de l'intimité pour tenter de désacraliser la figure présidentielle, transformant la rumeur et le Congossa en armes de guerre politique asymétrique.